Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai fixé la lutte contre le harcèlement scolaire comme la priorité absolue du ministère sous mon action. Ce fléau du harcèlement scolaire, il mérite des moyens pour le combattre, qui mérite une attention de l'ensemble de la société pour le combattre. Il faut former les enfants, les enseignants. Il faut créer des structures d'urgence, des places réservées pour que les victimes soient vite reçues. Il faut écouter les enfants. Oui. En fait, on n'écoute pas les enfants. On dit souvent les enfants n'ont pas parlé. Les enfants ont parlé, on ne sait pas les écouter. Mais il ne faut pas négliger non plus le harceleur, ne pas les changer de collège, mais les mettre dans un établissement de santé pour réfléchir à pourquoi ils sont comme ça et expliquer pourquoi le harceleur harcèle peut aider la victime. Et donc l'électrochoc a commencé. Selon Gabriel Attal, le gouvernement va présenter demain son plan contre le harcèlement scolaire. 100% prévention, 100% détection, 100% réaction, indique le ministre de l'Éducation nationale. Il visitait le rectorat de Versailles hier pour faire lumière justement sur ces courriers de réprobation adressés à des parents d'élèves, Philippe. Hospitaliser des harceleurs pour réfléchir sur la cause de leur comportement, c'est ce que proposent certains pédopsychiatres comme Marcel Ruffo. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une des solutions pour venir à bout du harcèlement scolaire? Et pour le moment, vous dites non à 63%. Et notre invité pour en parler, Serge Effez, est avec nous, pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Juste avant de revenir vers vous, forcément, nos vraies voix sur cette proposition, en tout cas de Marcel Ruffo, de l'hospitalisation. Est-ce que finalement, durcir les gestes, ce que continue à faire Gabriel Attal, quand on regarde tout ça, est-ce qu'on est sur la bonne voie, Philippe Bilger? Trois idées extrêmement rapides, ma chère Cécile. D'abord, je comprends qu'on a un ministre qui fait des choses, alors j'espère que cette espèce de volontarisme se traduira dans la quotidienneté. Deuxième élément, j'avoue que je suis un peu surpris par cette volonté de psychologiser, de psychiatriser les petits ou les moins petits qui commettent des harcèlements. Et troisième élément, j'avais naïvement toujours pensé que ce type de comportement peut relever de l'éducation parentale ou bien d'une forme d'éducation scolaire et que ça ne relève pas, que c'est quelque chose qui appelle une œuvre de longue haleine mais purement éducative. C'est la politesse qu'on apprend. Françoise Debois? Moi je ne suis pas d'accord avec Philippe, je pense que ça relève de l'éducation, mais quand on est harceleur, monomaniaque, obsessionnel sur une victime, une proie, ça veut dire qu'on a soi-même aussi probablement besoin d'être suivi. Je ne sais pas ce qu'en dira Jean Dorido et Serge Effez, mais moi c'est important de prendre les deux faces de la pièce. Je ne suis pas du tout dans l'idée que la victime est moins importante que celui qui commet ou celle qui commet le harcèlement. Mais je pense que le harceleur, comme tout être humain, a aussi le droit d'être soigné si on est dans une forme d'obsession grave. Voilà. Moi, je pense que c'est pas idiot du tout. Jean Dorido. Alors sur le sujet, d'abord, quand même, on ne peut que se féliciter que l'actuel ministre de l'Éducation nationale fasse du harcèlement, la priorité, parce que le harcèlement, c'est quand même un vrai problème, et on l'a vu, hélas, récemment, c'est un problème environ 1 million de personnes. Oui, les sénateurs, à une époque, avaient fait une étude, et on envisage qu'un élève sur 10 en France est ou a été à un moment donné de son expérience scolaire victime de harcèlement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, la question de la cause, Marcel Ruffo pose cette question, c'est évidemment la bonne question. En revanche, j'aurais tendance quand même à m'éloigner d'une réponse comme ça immédiate, comme il le fait en suggérant d'envoyer des harceleurs dans des systèmes spécialisés, parce que c'est pas tant le problème des harceleurs que le problème des suiveurs, le harcèlement scolaire. C'est-à-dire qu'il y a un effet de meute, si vous voulez, il y a une psychologie du groupe qui s'installe, et c'est ce qui crée le cœur du problème, qui est ce qu'on appelle en anglais le victim blaming. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un système scolaire jusqu'à maintenant, on l'a vu encore récemment avec des lettres absolument odieuses, inadmissibles du rectorat, où on explique finalement que c'est la victime le problème. Et on arrive à ce truc complètement ubuesque, où finalement, il est demandé à la famille de l'enfant harcelé, est-ce que vous pourriez pas peut-être partir, changer d'établissement, parce que personne d'autre ne se plaint, et pour cause, parce que les autres harcèlent. Allez, Serge Effez est avec nous, un pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Est-ce que les harceleurs peuvent aujourd'hui avoir des circonstances atténuantes? Oui, certainement, comme tout le monde, comme les maris violents, comme toute personne qui commet de tels actes. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas répréhensible, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les punir, mais que derrière ça, il y a quand même des ressorts
psychologique. Il y a des harceleurs qui peuvent eux-mêmes, par exemple, avoir été d'anciens harcelés, qui peuvent eux-mêmes vivre des choses très très difficiles sur le plan de l'expression de leur haine ou de difficultés qu'ils rencontrent chez eux ou dans leur famille. Donc tout ça est à explorer, bien évidemment. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, qui me paraît très important, c'est que entre le harceleur et la victime, il y a cette question de la meute, il y a cette question du groupe, et que cette question du groupe, alors on va pas mettre toute la meute dans un hôpital psychiatrique ou en prison, bien évidemment, mais ça demande un vrai travail groupal au sein d'une classe et que quelque chose puisse se généraliser de ce type de travail. Vous avez été harcelé, un de vos enfants est harcelé, venez témoigner au 0826 300 300, Philippe Bilger. Serge Effez, en ayant écouté nos amis et vous-même, je me demande si j'ai été assez précis dans mon propos. Est-ce que autant j'admettrais véritablement que pour le harcèlement, avec ce qu'il implique d'obstination, d'entêtement dans le sadisme quotidien, peut-être y a-t-il là des anomalies, des troubles qui mériteraient d'être examinés. En revanche, je pensais à ces offenses ponctuelles qui existent, à ces insultes, à ces coups parfois qu'on baptise peut-être trop vite harcèlement. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire le départ entre ces deux types de comportements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre ? Oui, sans doute, mais sans doute. Et il y en a qui relèvent effectivement de l'éducation, et l'éducation aussi bien à l'école que dans la famille. Et malheureusement, il y a beaucoup de familles qui sont défaillantes malgré tout. Et un autre qui relève plus de je veux dire, le sadisme chez un enfant, ça pose toujours question. Un enfant n'a aucune raison d'être sadique. Si un enfant est sadique, c'est que lui-même a vécu ou a subi un certain nombre d'éléments qui l'ont conduit à ça. Alors, on ne peut pas dire a priori qu'un enfant est mauvais, et surtout qu'un enfant n'est pas rattrapable, qu'il n'est pas soignable. Mais est-ce qu'un enfant harceleur, jusqu'à un certain point, se rend compte de ce qu'il fait ? Alors pas toujours. Pas toujours, parce que lui-même a clivé peut-être ses émotions, que lui-même n'a pas accès à ses propres émotions et que donc il n'a pas accès aux émotions de l'autre. Il a perdu ses capacités d'empathie, peut-être qu'il les a perdues pour toujours, peut-être qu'il ne les aura jamais. Tout ça, ce sont des choses qui sont à explorer, mais souvent, effectivement, ces enfants qui font du mal n'ont pas d'empathie avec leurs victimes, et en plus, avec toute la question qui se pose aujourd'hui sur la violence généralisée sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de jeux vidéo, etc. Tout ça émousse les capacités d'empathie. Jean Dorido. Oui, j'avais une question, monsieur Serge Effez, à vous poser, parce que je m'étonne, vous êtes pédopsychiatre, c'est vraiment votre métier, vous voyez des enfants toute la journée, je m'étonne, je vous entends dire que l'enfant n'est pas sadique a priori, or, il m'aurait semblé le contraire, quand même dans la littérature, quand on lit Sa Majesté des Mouches, par exemple, et puis on voit la cruauté des enfants. Les malheurs de Sophie. Et puis les malheurs de Sophie. On a tous connu des histoires de gamins à la campagne qui faisaient exploser des crapauds en leur mettant une cigarette dans la bouche, ou qui torturaient. Voilà. Et donc, j'aimerais, si vous pouvez peut-être davantage préciser, parce que à mes yeux, le rôle justement de l'école, c'est précisément de créer un cadre suffisamment rassurant et élevant, dans le bon sens du terme, justement, qui permet aux enfants de donner le meilleur et de ne pas basculer dans ce sadisme qui m'aurait semblé être un sadisme naturel. Mais les exemples que vous donnez sont justement très intéressants. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce soit Sophie dans Les Malheurs de Sophie, ou la question du Dieu des mouches, de Sa Majesté des Mouches, pardon, qui ramène la question de la meute et la question du groupe et la question de la violence groupale. On voit bien qu'il y a des circonstances qui amènent certains enfants dans ces situations de sadisme. Alors effectivement, l'école peut être un cadre et devrait être un cadre suffisamment contenant et suffisamment rassurant, mais l'école ne peut pas lutter contre des situations individuelles qui sont des situations problématiques. On part au 0826 300 300, notre vraie voix du jour. Rebonsoir Éric de Bayonne. Bonsoir. Vous voulez réagir ?
Oui, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit, mais pour moi c'est un sujet gravissime, mais en même temps tellement complexe que il n'y a pas forcément qu'une seule solution, quoi. C'est forcément une solution en multi-tiroir, quoi. Et harceleur, harcelé, oui, mais tout l'environnement des deux harceleurs et harcelés est à prendre en compte, l'environnement scolaire aussi. Et en fait, il y a des solutions à apporter de façon globale et individuelle en même temps. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est ce que Françoise a dit tout à l'heure, il me semble, c'est que j'aimerais pas que ce sujet, comme celui qu'elle a évoqué, devienne un sujet d'actualité aujourd'hui et repasse aux oubliettes dans quelques semaines, puisque on aura oublié. Et puis on en reparle encore dans 6 mois, et puis on ne trouve pas de solution, on n'attaque pas le problème de fond. Ça me dérangerait beaucoup. Ça veut dire que moi, c'est intéressant ce que dit Antoine, et j'aimerais que Éric de Bayonne, pardonnez-moi Éric, et que Serge Effès nous réponde. Ça demande des moyens. On sait que la psychiatrie, c'est le parent pauvre, la psychologie, n'en parlons pas. On sait la désertion, et c'est absolument terrible, alors que c'est là que nous devrions mettre tous nos efforts, parce que on a tous des psychés bousculés par le temps, et particulièrement les ados. Et je voudrais savoir comment Serge Effès envisage ça concrètement. Ça veut dire. C'est ça, il faut des actions maintenant. C'est quoi les solutions ? Quels sont les moyens dont il aurait besoin, lui, en tant que pédopsychiatre ? Serge Effès. Oh là là. Ah bah allez-y, vous avez 10 minutes. Oui. Non, mais là, le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il est là. C'est que les systèmes de soins, d'accueil, et je ne parle pas de la psychiatrie à proprement parler, mais les systèmes d'accueil de tous ces ados qui sont en souffrance à l'heure actuelle, qui se scarifient, qui parfois font des tentatives de suicide ou qui deviennent violents, parce que c'est un autre mode d'expression du malaise intérieur, tout ça est extrêmement défaillant à l'heure actuelle. Et la plupart des systèmes spécialisés de prise en charge des adolescents sont tellement saturés à l'heure actuelle qu'il y a toute la journée des parents affolés qui téléphonent devant l'état de leur adolescent. On leur donne rendez-vous dans 6 mois ou dans 1 an. Imaginez l'état de ce qu'est la prise en charge spécialisée. Restez avec nous, 0826 300 300, direction le Gard avec Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir tout le monde. Écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites. Personnellement, j'ai un double regard parce que je suis à la fois enseignante et à la fois mère d'un enfant qui a été harcelé. Donc je vois les deux côtés. Alors c'est très compliqué parce que les enfants, on disait tout à l'heure, il y avait une controverse autour de Sa Majesté des mouches. Il y a chez les enfants une réelle méchanceté naturelle qui peut s'exprimer, mais qui n'a rien de pathologique. Et il faut les redresser, il faut leur expliquer que c'est pas bien, et là il y a un travail à faire. Mais c'est un travail à la maison, Sarah, on est d'accord? Ah, c'est un travail que mènent aussi les CPE. Vous savez, les CPE, toute la journée, essaient d'expliquer aux enfants qu'il ne faut pas faire ci et qu'il ne faut pas faire ça. Le problème, c'est qu'il y a l'effet de bande dont vous parliez d'ailleurs, qui joue. Moi, j'ai eu le cas, mon fils a été harcelé parce qu'on traitait d'homosexuel. Ça a duré 9 mois. Et à la fin, il y a des garçons qui ont été mandatés par une jeune fille contre des faveurs certainement d'ordre embrassement ou autre chose, qui ont été mandatés pour aller lui casser la gueule. Donc ça peut aller très très loin, si vous voulez. Oui. Et si vous voulez, c'est de la méchanceté que tout adolescent peut avoir. Il n'y a rien de pathologique là-dedans. Simplement, il faut avoir une action très violente envers ces jeunes et leur faire comprendre que ça ne se fait pas. Donc après, si je connaissais l'élève, donc je suis allée le voir et je dis que... Enfin, quand vous dites très violente, on est d'accord, très, très dure, pas très carrée, pas très violente. Oui, mais le problème, c'est que ce qu'on appelle violent, enfin à l'éducation nationale, par exemple, on met le feu à l'établissement, vous avez droit à un rappel à la loi. Donc il y a un moment, Philippe Bilger vous le dira, le rappel à la loi, ça ne suffit pas. Bien sûr. Il y a des moments où il faut dire très énergiquement aux jeunes que là, il a dépassé les bornes. Ce qu'on ne fait pas. Après, il y a des cas pathologiques, comme ce pauvre Nicolas certainement, où il a été victime de choses horribles. Mais ces choses existent, mais je ne dirais pas que c'est le gros du bataillon du harcèlement. Et ça s'est arrangé, Sarah, pour votre fils, parce que c'est quand même important? Oh, il a été complètement traumatisé, j'ai dû changer d'établissement, ça a été terrible. Mais parce qu'en tant que mère, je n'ai pas pris la mesure, parce que pour moi, ça fait tellement partie, si vous voulez, du milieu scolaire, cette violence qu'ils ont les uns envers les autres, que je ne me suis pas rendu compte du point auquel c'était lourd. Restez avec nous, Sarah. Serge Effès, c'est là où on se rend compte finalement le rôle des parents aussi, parce que si l'éducation nationale fait son travail et que derrière ça ne suit pas à la maison, donc le poids de la voix de l'éducation nationale ne pèse pas en fait. Parce que c'est les parents qui éduquent pas l'éducation nationale qui théoriquement transmet un savoir.
Oui, non, mais bien évidemment, c'est avant tout le rôle des parents d'apprendre des règles, d'avoir des relations suffisamment chaleureuses et soutenantes avec leurs enfants pour leur apprendre ce que c'est justement que l'empathie et le respect de l'autre. Bien évidemment, tout ça relève de la famille. Maintenant, il faut voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il y a de très nombreuses familles qui sont à bout sur le plan social, sur le plan psychologique. Ouais. Il y a beaucoup de familles monoparentales. C'est pas pour jeter la pierre aux familles monoparentales. Enfin, c'est bien plus difficile de s'occuper de 3-4 enfants. Quand on est seul, oui, c'est sûr. Seul, surtout dans 90%, c'est une mère seule. Quand on est une mère seule qui part à 6h du matin pour aller travailler, pour nourrir ses enfants et qui revient à 8h du soir, c'est très difficile de lui demander en plus de pouvoir avoir une éducation un peu rigoureuse avec ses enfants. Philippe Bilger. Serge Lefebvre, pardon d'introduire un peu de réalisme, voire de cynisme dans ce débat. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des jeunes personnalités qui, je dirais, en quelque sorte, à vie, au regard d'une conception un peu rousseauiste de l'existence, garderont des tendances sur lesquelles l'éducation ou le soin ne pourront jamais rien faire. Parce que je réfère aux adultes et j'ai parfois l'impression que il y a des adultes sur lesquels tout a buté, rien n'a pu accomplir la transformation. En 40 secondes. C'est vrai, vous avez raison. Bon, il y a une petite partie, disons, d'entre nous, une petite partie de la population qui n'est pas soignable, qui n'est pas amendable et qui va poser des problèmes toute sa vie. Les prisons en sont pleines de ce type de personnalité, malheureusement. Mais je crois qu'il faut essayer autant que faire se peut d'aller à l'encontre de ça, c'est-à-dire surtout ne pas avoir cette image de la mauvaise graine. C'est-à-dire cette image qu'il y aurait de façon innée quelque chose de mauvais chez certaines personnes qui est inamendable. C'est toujours... Il n'y a pas de mauvaise graine. Ça peut toujours être ramené à une histoire et à des expériences, mais parfois on n'y arrive pas. Merci mille fois beaucoup. Serge Lefebvre d'avoir été avec nos pédopsychiatres à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Un sujet dont on traitera encore, puisque ça n'est pas terminé. Dans un instant...